Hey, you're here. We're here. Great, let's go. Merci de nous rejoindre à Braise America, en dessous les ponts, pour découvrir une histoire méconnue d'un breton des USA avec Olivier Ledour, historien, écrivain. Bonsoir Olivier. Bonsoir, Vous allez bien? je veux bien, tout à fait. Ouais, génial. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous, de votre passion pour l'histoire des Bretons des USA, vos œuvres, ce que vous avez déjà écrit et les projets à venir? Ouais. J'ai 54 ans, je suis rennais, je suis né à Rennes, d'une famille dont le côté paternel vient du centre-Bretagne, qui est une région qui a donné une grosse vague d'émigration de la Bretagne vers la côte est des États-Unis au XXe siècle. Et donc, c'est quelque chose qui est dans ma famille. Je travaille à Bruxelles depuis maintenant pas loin de 25 ans. Je travaille pour la Commission européenne, les services de financement de la recherche médicale, donc on est pas mal sollicité en ce moment. Mais j'ai aussi une autre activité. Effectivement, je me suis mis à raconter l'histoire de l'immigration bretonne en Amérique essentiellement. Pas seulement, pas uniquement. Je viens tout juste de publier un livre sur l'immigration bretonne en Belgique, les Bretons en Belgique. Ça vient de sortir depuis quelques jours. Et le reste, c'est surtout sur l'Amérique. Et en particulier, je m'intéresse à cette vague d'émigration du XXe siècle, la fin du XIXe et du XXe siècle, du centre-Bretagne, des montagnes noires jusque New York et les environs. Hmm. Et vous avez un lien familial avec cette vague d'immigration de Centre-Bretagne? Oui, oui, cette vague-là a commencé en 1880 avec trois émigrants, et puis c'est un processus qui a fait boule de neige en fait, parce qu'ils sont revenus avec beaucoup plus d'argent que quand ils étaient partis. Et, et l'un des trois, c'était mon arrière-arrière-grand-père, qui s'appelait Job Daoufars. Alors on a parlé de Nicolas le Grand, et Job Daoufars est moins connu que Nicolas le Grand, mais il a quand même vécu aux États-Unis, il a monté une petite communauté bretonne et bretonnante rurale, ce qui était assez rare dans une grande ferme dans le Connecticut. Et puis c'est là qu'est né mon grand-père en fait. Hmm. Alors, tout cela, quand vous avez découvert cela, vous a donné une passion pour l'histoire, là. Hmm. Oui, pour cette histoire-là en particulier, oui, Ah. effectivement. Est-ce que vous pouvez parler de vos œuvres déjà? Parce que j'en ai un là qui est assez extra, autour des Oui, Bretons qui sont partis en Californie, là. oui, j'ai écrit sur les Bretons. Justement, comment dire, j'ai cherché à raconter d'abord les épisodes qui sont les moins connus, sur lesquels rien n'avait été publié. Donc, j'ai écrit sur les Bretons dans la rue Everlord de Californie, donc 1848 à peu près. Et puis également 2 volumes sur le destin des Huguenots bretons, donc les Huguenots, les protestants bretons en Amérique du Nord, quand ils sont partis, ce qu'ils sont devenus, quand ils sont partis se réfugier en Amérique du Nord après 1685 et la révocation de l'édit de Nantes. Voilà, et donc le tout dernier, c'est sur les Bretons qui m'entourent en Belgique depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui, avec une préface de Monsieur Le Drian. Hmm, super. Et vous travaillez sur un nouveau livre, sur une nouvelle histoire, un personnage qui est pas du tout connu, je pense, un Breton de New York. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce personnage et pourquoi vous avez décidé d'écrire un livre? Ouais. Alors c'est un homme qui s'appelle Yves Leroux. Il est né à Langonette en 1887, donc ça fait un bout de temps. Il est mort aussi à Langonette en 1971, ce qui nous fait, ça fait bientôt 50 ans. Donc peu de gens se souviennent de lui. Il y a eu une période où il était bien connu dans le pays de Langonette, mais maintenant aujourd'hui peu de gens se souviennent de lui. Et moi j'ai appris son existence il y a une vingtaine d'années lors d'un dîner qu'on avait organisé pour moi avec des anciens de l'Amérique. Donc j'étais là, je prenais des notes, j'écoutais. Et pendant tout le dernier quart d'heure, ils ont parlé que d'un type qu'ils appelaient le consul breton. Il disait pas son nom, mais il racontait plein d'histoires sur ça, sur ce qu'il faisait à New York, et puis après sa vie après avec son retour au pays. Le problème, c'est que pendant 20 ans, j'ai pas su le nom de l'individu. Je savais que c'était un personnage assez haut en couleur, et puis
assez marginal aussi dans le sens, pas toujours en accord avec la loi, mais je ne savais pas qui c'était. Et puis depuis un an, j'ai fini par identifier le bonhomme. Et là, à partir de ce moment-là, on peut commencer à suivre sa trace, à retrouver sa trace, à tirer des fils, à interroger ses anciens voisins, à interroger éventuellement des membres de la famille, et puis à chercher dans les vieux journaux, dans les archives. Et donc petit à petit, j'ai tiré des fils, et puis je me suis aperçu que ça nous menait sur les 5 continents. C'est quelqu'un qui avait énormément roulé sa bosse. C'était un drôle de bonhomme. Ouais. Hmm. Alors l'histoire commence à Langonette, en centre-Bretagne. C'est un enfant de cœur qui faisait beaucoup d'études ou qu'est-ce que vous avez découvert? Non, c'était pas un enfant de cœur, c'était un petit voyou. Sa famille, quand sa mère est morte, son père a déménagé. Il avait 4 sœurs, et donc une famille de 5 enfants élevés par un homme seul. Et donc son père avait abandonné la ferme pour aller ouvrir un cabaret à Gourin. Et donc à Gourin, tout près de la gare, hein, et la gare qui venait d'ouvrir. En fait, il y avait le petit train qui permettait à la ville de se développer. Et en fait, Yves Leroux, le gamin, était pas très sage, faisait pas mal de bêtises, et puis il a fini par se faire pincer suite à un petit larcin, et il s'est fait envoyer au bagne pour enfants à Belle-Île. Et donc il avait 14 ans, et pour une broutille, en fait, il s'est retrouvé pendant 3 ans, en fait, condamné à 14 ans. Il s'est retrouvé condamné jusqu'à sa majorité à rester dans cet établissement. Alors, c'était une maison de correction, mais c'était un véritable pénitencier avec une discipline militaire extrêmement dure. Et puis il n'a pu s'en sortir finalement que un peu avant ses 18 ans, en s'engageant dans la marine. Qu'est-ce qu'il Ce avait qui fait fait? qu'il avait volé des pommes à la gare de Gourin. Ah, les pommes de Gourin sont bonnes, hein, mais ça c'est un peu sévère comme sentence. Mais alors, Ouais. il arrive à s'en sortir et il rejoint la marine. Qu'est-ce qui se passe après? Il rejoint la marine, et il est envoyé sur des grands bateaux, des cuirassiers, dans l'escadre d'Extrême-Orient. Là, il fait encore des bêtises, et il est viré de la marine et réaffecté la- dans un peloton de discipline, en fait, dans l'infanterie disciplinaire à Saïgon. Donc pendant un an, c'est ce qu'on appelait Biribi autrefois pour l'Afrique du Nord. C'est la prison militaire, en gros. Hmm. Et il a des ennuis de santé qui fait que finalement il est réformé et il est renvoyé sur le continent. Enfin, il est renvoyé en France, où il fait à nouveau des bêtises. Il se retrouve en prison à Paris. Et après quoi, il s'engage là dans la marine de commerce, dans le commerce. Il travaille sur l'Afrique, de Bordeaux ou de Marseille vers le Sénégal, et puis l'Argentine. Et puis il reste en Argentine, il déserte en fait. De là, il passe à Panama, il travaille sur le chantier du canal de Panama, et puis il est rappelé par la guerre en 1914. Donc il est blessé en Champagne, il est envoyé ensuite sur le front d'Orient, donc à Salonique, et puis il est affecté en Albanie. Et là, il a appris à conduire, donc il apprend à conduire des camions. Il est dans les transports, on appelle ça le régiment du train. Et quand il revient, on sait qu'il sera l'un des premiers au pays à avoir son permis de conduire à Langonette, quoi. Après-guerre, donc il revient à Langonette. Normalement, en apparence, il se calme, il se marie, il a une petite fille, et puis il fait comme tout le monde dans le pays de Langonette, Gourin, Roudoilec. Il part en Amérique avec sa femme, en laissant sa fille en Bretagne. Hmm. Vous dites, il fait comme tout le monde. Est-ce qu'on peut parler un peu à cette époque-là, parce qu'on parle des années 20, qu'est-ce qui se passait déjà avec cette région et les USA? Qu'est-ce qu'on sait déjà? Alors, dans les années 20, 27, 28, ce sont les grosses années d'émigration, de l'émigration bretonne. Mhm. Les Bretons partaient, et il y avait des filières, c'était des filières familiales, c'est-à-dire quand quelqu'un était sur place, il pouvait se porter garant pour les migrants suivants, son cousin, son frère, son oncle. Et Hmm. donc, il y avait réellement une filière. On travaillait à Milltown, dans le New Jersey, où la Michelin avait ouvert une usine. Et puis à Lennoxdale, ça c'était dans le Massachusetts, où les grands milliardaires de la côte Est avaient des manoirs gigantesques.
Et là, il y avait une filière pour les Bretons qui trouvaient des emplois de domestiques. Mmh. Donc, c'est comme ça, mon arrière-grand-père a travaillé comme ça, comme palefrenier, comme jardinier dans des grandes, on appelait ça les Berkshire Cottages. Donc, c'était des manoirs gigantesques. Mmh. Ça a tenu jusqu'à la crise économique, en gros. Et puis après, tous ces gens-là ont perdu beaucoup d'argent, tous ces milliardaires ont perdu beaucoup d'argent et ils ont cessé d'aller en villégiature dans ces châteaux-là. Mmh. Voilà. Et pourquoi Et il y puis avait il y avait autant New York. oui, bien sûr, New York, mais et le Canada et ailleurs aussi, mais pourquoi autant de personnes, de Centre-Bretagne, et se sentaient obligées de partir? Pourquoi comment ça se passait ça? C'était quoi? Comment on partait? Pourquoi on partait? C'était quoi les raisons? Alors, dans un premier temps, il y avait une certaine surpopulation dans le Centre-Bretagne. C'était sur une région, le sud des montagnes noires, le versant sud des montagnes noires, qui est pas tellement fertile. Donc, et les exploitations commençaient à être trop petites. Et puis, donc il y avait le destin pour les cadets de famille ou pour les enfants des grandes familles. C'était très difficile en fait d'envisager une situation autre que valet de ferme, quoi. Et donc l'idée, c'était de partir en Amérique, de rester, c'est une immigration économique, hein, de rester une dizaine d'années, de rassembler le plus d'argent possible, et puis de revenir pour pouvoir s'acheter une ferme, se faire construire une maison. Et ça a marché, c'est-à-dire que les salaires là-bas étaient 4 à 5 fois plus importants que ce qu'on pouvait espérer en Centre-Bretagne. Et donc, il y avait réellement la possibilité de se faire pas mal d'argent en économisant, en travaillant très très dur, mais ça payait parce qu'après, quand on revenait, on était véritablement à l'aise. Vous arrivez à estimer le nombre de personnes qui ont fait ça? Bah, si on dit que dans des villages comme Roudoilec, ou petites villes comme Gourin, Langonette, tout le monde a eu un cousin, un frère, un cousin. Enfin, on est dans l'ordre de quelques dizaines de milliers de personnes. Mmh. Pas tous en même temps, évidemment, il y a eu des vagues successives. Mais on est dans cette gamme-là, oui. Bon, à Roudoilec dans certaines périodes, pratiquement tous les jeunes sont partis à un moment ou un autre en Amérique. Mmh. Alors, Yves Leroux fait partie de ces gens-là. Il est de Langonette. Il a peut-être pris goût à l'aventure, l'Argentine, l'Asie, Panama. Est-ce que vous savez un peu plus sur son départ de la Bretagne et où est-ce qu'il arrive exactement aux USA? Ouais, il part en 27 avec sa femme, donc il embarque au Havre. Et puis, il va directement à Milltown. Donc, à Milltown, c'est dans le New Jersey, c'est pas très très loin de New York. Et là, donc Michelin a ouvert une usine de pneumatiques. Et là, la personne qui se porte garant pour lui, c'est un petit cousin en fait. Il s'appelle Le Goff, il est de Lanvénégin. Mais manifestement, le Roux reste pas longtemps à Milltown puisqu'il s'installe à New York et il ouvre un bar clandestin en fait, parce qu'on est dans la période de la prohibition, Mmh. c'est-à-dire que toute consommation, toute vente d'alcool est interdite. Hein, c'est une loi fédérale qui a été votée en 1920. Et donc, New York est le bastion de la résistance à cette loi-là, c'est-à-dire qu'il y a 30 000 bars clandestins qui ont ouvert, puisqu'on ne peut pas boire dans les restaurants, on peut pas boire dans les clubs. Alors tout se fait de manière clandestine dans des établissements qui sont muets, c'est-à-dire on peut pas voir que c'est un bar, mais en fait il y a des codes pour entrer, il y a des règles pour entrer, il y a des gens qui montent la garde, et tout se fait. C'est une culture qui se développe de manière clandestine, mais la police locale, la police new-yorkaise ferme les yeux et la police fédérale, qui est chargée de veiller à l'exécution de la loi sur la prohibition, elle est complètement débordée. Elle ne parvient pas à endiguer ce phénomène. Mmh. Et on sait que la deuxième vague des années 50-60 qui sont partis aux USA, de Centre-Bretagne, travaillait énormément dans la restauration. Est-ce qu'à cette époque-là, dans les années 20, c'était plutôt rare de voir un Breton ouvrir un bar ou un restaurant? Ça s'est fait. Il y a quelques autres témoignages de ce qu'on appelait des speakeasies, donc des bars clandestins. Ça existait.
on il y a déjà un certain nombre de témoignages sur des Bretons du centre-Bretagne qui ont travaillé dans l'hôtellerie, dans la restauration à cette époque-là. Mais c'est beaucoup plus difficile de documenter cette communauté-là que celle de Lennoxdale ou de Milton. Hmm. Ils étaient beaucoup plus disséminés et beaucoup plus perdus dans une ville gigantesque par rapport à des localités beaucoup plus petites où ils constituaient une minorité très, très visible et assez facile à retrouver. Là, c'est beaucoup plus difficile de trouver des témoignages. Il en existe. Grégoire Leclèche, qui a été l'historien de ce phénomène-là des migrations dans les années 50, 60 et 70, a trouvé quelques cas, quelques témoignages, il a produit des noms, mais c'est une période qui est assez mal connue et assez mal documentée. D'accord. Alors, Yves Leroux va à Milltown. On ne sait pas s'il a travaillé pour Michelin ou pas. Il arrive à New York, il ouvre un bar où il n'a pas le droit de vendre de l'alcool. Ça paraît pas très fun. Il n'avait pas de Brace Cola. Alors, qu'est-ce qu'il fait comment il fait pour trouver de l'alcool et pour animer cela? Et déjà, comment ça s'appelle ce bar? Alors le bar s'appelle le Consul Breton. Et le Consul Breton, c'est à la fois le nom du bar et puis le surnom qu'on donne à Yves Leroux, parce que très rapidement, il devient l'épicentre ou le centre de la communauté bretonne à New York. Donc, ils vendent l'alcool, évidemment, mais c'est aussi l'endroit où les Bretons se retrouvent, où ils échangent des nouvelles du pays. C'est aussi le consul breton, il fait aussi office de poste restante, c'est-à-dire quand il y a des courriers qui n'arrivent pas à trouver preneur pour des Bretons parce on en a perdu la trace, c'est chez Yves Leroux que ça atterrit. Comme ça, on sait que si on cherche un courrier, il y a peut-être une chance qu'il ait été stocké. Il fait la poste restante pour les Bretons. Il aide aussi les Bretons à trouver du travail. Et là, on arrive au moment de la crise de 29, effectivement, euh, où Michelin commence à fermer ses portes, à réduire les postes. Et donc, il y a un certain reflux, en tout cas des plus jeunes, vers New York. Et Yves Leroux les aide à trouver du travail. Alors réellement, le consul breton devient le QG des Bretons à New York. Comment il fait alors? Parce que pas le droit de vendre de l'alcool, mais c'est un speakeasy. Comment il fait pour trouver de l'alcool? Il s'apprévisionne auprès du crime organisé, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut le faire. Hein. Il faut acheter l'alcool à certaines familles, italiennes la plupart du temps, qui ont le monopole du trafic, enfin de la distribution des boissons alcoolisées. Donc, il fait comme tout le monde. Et ça l'amène manifestement à proximité du crime organisé. Il raconte même avoir été assez proche d'Al Capone. Alors Al Capone, c'est Chicago plutôt que New York, mais Capone s'approvisionnait sur la côte Est. Et, euh, et dans les récits qu'il faisait plus tard, une fois rentré au pays, il a raconté aussi qu'il était allé à Chicago. Donc, ça sont des choses qu'on ne vérifiera probablement, on pourra probablement jamais vérifier, mais il était manifestement pas très loin du crime organisé, d'autant plus que, comme on a vu, c'était quelqu'un d'assez bagarreur et puis qui n'avait pas peur d'aller du mauvais côté de la loi de temps en temps. Hmm. Alors, il traînait avec des gangsters pour avoir de l'alcool. C'était un peu dangereux, c'était pas légal. Est-ce qu'il faisait autre chose avec ces gangsters? Alors, bon, quelqu'un qui n'a pas peur de se battre, qui n'a pas peur d'aller du mauvais côté de la loi et qui sait conduire des camions au moment de la prohibition, c'était très utile. Donc, là, on est dans le domaine de la spéculation, mais il y a de bonnes raisons de croire qu'il a eu des activités qui allaient plus loin que tenir un simple bar, et probablement convoyer des convois d'alcool paraît quelque chose d'assez raisonnable à envisager. On a de bonnes raisons de le croire parce que
quand il revient, après 2 ans aux États-Unis, il revient tellement riche qu'il n'aura plus jamais besoin de travailler dans les 40 ans du reste de sa vie. Donc c'est que ça n'a pas été ça n'a pas été qu'une activité simplement légèrement malhonnête comme ouvrir un speakeasy, mais ça a dû aller plus loin. Et il On n'avait sait pas gagné au aussi, loto. non, non, mais on disait aussi qu'il organisait des mariages blancs. C'était une période où l'émigration avait été sérieusement resserrée à cause de la peur du rouge, d'une part, et puis à cause d'une réticence vis-à-vis de l'immigration italienne, qui était déjà associée dans l'esprit des Américains au crime organisé. Et donc, comme pour pouvoir aller en Amérique quand on n'était pas dans les clous, pas dans les quotas, on entrait clandestinement. Et puis pour se faire régulariser, il fallait la façon la plus simple, c'était d'épouser un Américain ou une Américaine. Et on a dit que Yves Leroux organisait des mariages blancs. Alors, il y avait aussi un petit côté corruption parce que pour se protéger, en fait, il payait un agent de la police locale pour monter la garde devant son établissement. D'accord. Et il quitte les USA un peu rapidement, non? Il quitte les USA, alors fin 29 ou début 1930, précipitamment. Il racontait qu'il avait sauté dans le premier bateau français disponible. Alors, il a raconté que c'était à cause d'une histoire de guerre des gangs. Donc là, ça sous-entend effectivement qu'il était impliqué dans un camp. Et on a dit aussi que c'était avant tout un problème avec la justice fédérale. Donc, quoi qu'il en soit, il a dû partir très vite, en emmenant malgré tout des bons emporteurs suffisamment pour vivre de ses rentes le restant de ses jours. Oui. Mais ça a été en fait une expérience assez courte. Et le consul breton est resté ouvert après, ou vous avez des traces sur cela? Oui, le consul breton est resté ouvert après au moins 1 an, puisqu'il y a une très très vieille dame qui est morte il y a quelques années, plus que centenaire, et qui racontait que quand elle est arrivée en 1930, elle a logé au-dessus du consul breton. Et elle a confirmé tout ce que c'était bien un lieu de socialisation des Bretons, que les Bretons aimaient beaucoup boire et que c'était très agité et très bruyant. Si bien qu'elle n'y est pas restée très très longtemps. Mais ça a été une confirmation que ce qui m'avait été raconté n'était pas un mythe, quoi. L'établissement avait effectivement existé. Si vous nous regardez, on vous invite de poser vos questions dans les commentaires juste en bas. On fera de notre mieux de les répondre aussitôt. On a encore 5 minutes et on veut laisser un peu quand même quelques infos pour le livre. Comme ça, tout le monde à la maison achètera le livre en 2021. Mais il quitte rapidement les US, un peu par obligation. Qu'est-ce qui se passe quand il rentre en Bretagne? Qu'est-ce qu'il devient? Vous avez dit qu'il n'a pas travaillé. Qu'est-ce qu'il fait? Il devient rentier, il se fait construire une grande maison à Langonette. Les petits voisins appelaient ça le château, ça donne une idée de comment elle était perçue avec le regard de l'époque, en fait. Et il vit là en cultivant un petit peu, jardinier, fermier. Il s'achète une voiture. On l'a toujours connu à Langonette conduisant une 2 chevaux, conduisant très très mal. On disait qu'il avait sa vision à lui du code de la route. Ça lui a donné l'occasion d'avoir plusieurs accidents de voiture. C'est d'ailleurs comme ça qu'il est mort. En fait, il est mort en 71 dans un accident de voiture. Alors, il a eu une vie beaucoup, beaucoup, beaucoup plus calme après, et ça reste quelqu'un qui avait besoin de raconter, qui n'était pas forcément toujours bien vu dans le pays, parce qu'il y avait ce côté noir chez lui, d'ancien repris de justice, ancien gangster. Mais en même temps, il était perçu comme un lascar, un personnage haut en couleur, et puis il aimait beaucoup raconter ce qu'il avait vécu. On le croyait, on ne le croyait pas, mais ça faisait partie Et du comment ça personnage. finit? Ça finit mal. Il s'était entiché comment dire, il s'était impliqué dans la campagne électorale de 1971, 71 à Langonette.
Il avait pris parti pour un des candidats et donc il faisait la campagne électorale, il sillonnait tout le pays dans sa deux chevaux pour aller convaincre les gens de voter pour Jo Lepuil. Et ben, à une occasion, il a coupé la priorité à un camion et sa voiture a été complètement scalpée, complètement Hmm. coupée en morceaux et il a été transporté d'urgence à Gourin et il est mort de ses blessures D'accord. en 71. Ok. Vous avez une idée quand le livre va sortir? Fin 2021 probablement. D'accord. Je suis Comment? encore, je suis Ouais. encore en train de rassembler un certain nombre d'informations. Et à ce titre, si quelqu'un a accès à des souvenirs, à des souvenirs d'ancêtres émigrants qui auraient connu le consul breton, qui auraient connu toute cette époque-là, qui auraient des témoignages sur Yves Leroux à New York, ben, je serais vraiment très content de pouvoir enrichir mon travail avec des témoignages. Hmm. N'hésitez pas d'aider Olivier parce que c'est important, c'est pas facile de trouver tous ces infos. Alors si vous connaissez quelqu'un ou vous avez déjà entendu parler de Yves Leroux, je pense que Olivier serait très content d'avoir des infos en plus. Bientôt Noël, on ne pourra pas acheter ce livre-là, peut-être pour Noël 2021. Comment est-ce qu'on trouve les œuvres que vous avez déjà? Est-ce qu'il y a un site web ou Oui, quels sont... alors oui. Faites Google Les Portes du Large. C'est ma petite maison d'édition, enfin la petite maison d'édition de Madame Lenaille à Rennes. Et il y a un bon de commande. Vous pouvez commander directement par Internet. Vous faites un virement et vous envoyez un bon de commande ou par email ou par courrier. Et ça se passe comme ça. Sinon, ce sera en librairie également. C'est diffusé par la Cobrace. Donc, il ne devrait pas y avoir beaucoup de difficultés Hmm, de trouver ça dans les rayons à l'heure actuelle. Peut-être un ouais. peu plus difficile avec Amazon pour l'instant, mais peut-être que ça s'arrangera. Ouais, bah, je suggère plutôt d'aller à une librairie locale pour acheter. Je pense que surtout en décembre, là, ça serait vraiment important d'acheter comme ça. Olivier, c'était un plaisir. Je vous remercie beaucoup et merci tout le monde à la maison de rejoindre euh, ce live de Braise America. À très bientôt. N'hésitez pas de mettre vos commentaires. On fera de notre mieux de répondre. À très bientôt. Kenavo, Nosvad.